Vous les voyez, les 7 candidats à la primaire de gauche. Alors certains, on les voit déjà beaucoup, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Vincent Peillon. Et puis il y en a 3 qui sont beaucoup plus discrets dans les médias, François de Rugy, Jean-Luc Benamias et Sylvia Pinel. Nous avons donc décidé d'ici à mercredi de les inviter tous les 3. Bonsoir François de Rugy, merci d'être avec nous. Vous êtes un peu un outsider, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Comment cela se fait-il ? Vous savez, moi je suis un garçon poli, je viens là où on m'invite, donc je vous remercie de m'inviter, mais je ne vais pas aller là où on ne m'invite pas. Et c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème dans cette campagne, très courte. En soi, c'est un problème que ce soit aussi court, mais en plus, là, manifestement, il y a quand même quelques médias qui ont choisi leur candidat. Alors, on est très content de vous avoir. On va peut-être commencer par là. On sort des vacances de Noël. Il vous reste 2 semaines pour convaincre. C'est pas un peu court, les primaires à droite? On a eu quasiment 1 mois et demi. On a pu essayer de comprendre, de creuser les dossiers. Là, la primaire à gauche, c'est une campagne express. Tout le monde sait que ce calendrier avait été fait pour quelqu'un qui finalement n'est plus candidat, puisque c'était François Hollande et qu'on considère qu'un président sortant, il faut qu'il ait une campagne très courte. Bon, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas rééditer, parce que c'est à la fois tard et en effet très intense, très concentré. Pour autant, il va y avoir 3 débats à la radio, à la télévision, qui vont permettre, je pense, aux candidats d'exprimer leur position. Moi, je fais des propositions, 66 dans un projet, un programme que j'ai travaillé pendant des mois. Ça me paraît être le minimum de respect qu'on doit aux électeurs que de faire campagne, même si c'est dans des conditions un peu particulières. Alors, on va les décortiquer, ces propositions, parce qu'il y en a de très surprenantes, très au diapason, en tout cas, avec les questions que les Français se posent. Moi, j'ai une question, bon, peut-être un peu insolente à vous poser, mais quand on regarde les 4 grands candidats, grands par le fait qu'ils aient pu avoir des ministères, Hamon, Montebourg, Valls, Peillon, chacun des 4 représente 4 courants différents de la gauche. Et les Français peuvent se demander, que faites-vous dans cette primaire? Pourquoi vous êtes-vous engagé? Est-ce que vous considérez que non, à eux 4, ils ne représentent pas l'ensemble de la gauche? Considérez-vous que votre place, vous avez une place à jouer? Et à ce moment-là, laquelle? Alors, j'ai bien entendu votre qualificatif de grand candidat et je tendais l'oreille sur quel était le critère. Vous l'avez dit, vous, c'est pas la taille physique, évidemment, c'est pas non plus la taille du programme ou le sérieux du programme ou de la candidature, dont certaines sont venues quelques jours avant la date limite. Ce serait donc le fait qu'ils ont exercé des fonctions ministérielles. Alors, il y a un petit problème quand même. Et qu'ils sont connus des Français, parce que c'est vous connaissez moins du grand public. Avec plus ou moins de succès, leur expérience ministérielle. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'ils s'expliquent sur leur expérience ministérielle. Pourquoi un ministre de l'Éducation nationale démissionne 1 semaine avant la rentrée, par exemple, au hasard. Je ne sais pas si ça fait de cela un candidat sérieux. Moi, je veux répondre à votre question. Oui, si je n'avais pas été candidat, eh bien, l'écologie n'aurait pas été représentée dans cette primaire de la gauche. Il y a une palette de sensibilité à gauche qui existe dans l'électorat de gauche. Donc c'est normal que ce soit représenté par des candidats différents. Et la sensibilité écologiste que je représente, que je suis le seul à représenter dans cette primaire, bien, si je n'avais pas été candidat, elle n'aurait pas été représentée. Vous considérez que le volet environnemental dans les programmes des 4 candidats qu'on vient de citer n'est pas suffisant? C'est un peu des pièces rapportées. Vous voyez bien qu'il y a des candidats, y compris qui ont fait un travail programmatique sérieux. On se dit, voilà, bon, ils se sont dit, il faut que j'écrive un chapitre sur l'écologie. Alors, ils ont écrit un chapitre sur l'écologie. Mais on va comprendre quand on les entend, on n'entend pas des gens qui portent vraiment le défi écologique. Vous portez vraiment ce défi-là. On va le voir dans vos propositions dans un instant. Mais juste avant, qui êtes-vous, François de Rugy? On a regardé politiquement uniquement, bien sûr. Regardez, c'est un sujet de Juliette Vallon. Et on revient. 1996, première télé de François de Rugy. L'ONF a des conventions, par exemple avec la Ligue pour la protection des oiseaux, ils n'ont jamais été consultés. 1 an plus tard, il adhère au Parti des Verts. Il a 24 ans. En 2001, il est élu adjoint au maire de Nantes, chargé des transports. En 2007, grâce à un accord avec le Parti socialiste, il est élu député de la première circonscription de Loire-Atlantique. Il est alors l'un des plus jeunes députés de France. En 2012, François de Rugy est nommé coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale. Mais en 2015, c'est la rupture. Après le refus des ministres EELV de participer au gouvernement de Manuel Valls, François de Rugy dénonce la ligne politique de Cécile Duflot, trop gauchiste selon lui, et quitte le parti.
Je fais le constat depuis de nombreux mois qu'Europe Écologie Les Verts n'est plus du tout ce qu'était l'ambition de Danny Cohn-Bendit au départ, qui était de créer un grand mouvement ouvert sur la société. François de Rugy participe alors à la création du mouvement écologiste avec le sénateur et futur secrétaire d'État Jean-Vincent Placé. En mai 2016, il devient l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale et quitte le groupe écologiste de l'hémicycle pour rejoindre le nouveau groupe socialiste, écologiste et républicain. Françoise Rugy, j'ai vu que ça vous a fait plaisir de vous revoir si jeune. Quelques cheveux gris en plus. On dit de vous que vous êtes un ambitieux. Ce week-end, vous étiez sur la tombe de François Hollande. C'est un personnage politiquement... Sur la tombe de François Mitterrand. De François Mitterrand. Pas trop vite. De François Mitterrand. Ouh là là, c'est écrit dans mon oreillette. C'est un personnage politique qui est important pour vous, pour votre formation Oui, intellectuelle. c'est une grande figure de la vie politique française, président de la République, le premier président de gauche de la Ve République, qui a su conquérir le pouvoir et qui a su en faire quelque chose, parce qu'il ne suffit pas de conquérir le pouvoir, on l'a vu en 2012, il a eu un élan réformateur en 81, 82 qui était extrêmement fort. Moi, j'aimerais que la gauche retrouve cet élan réformateur. Évidemment pas pour recopier les propositions de l'époque, parce qu'on n'a pas besoin d'une gauche des années 70. Pourquoi faire ça? Un grand réformateur, c'est un petit peu... Alors, écologie sociale qui est au cœur de votre programme. Et c'est vrai que quand on regarde, on a peu de temps, donc on va les regarder les uns après les autres. D'abord, l'énergie, c'est radical. Fin du nucléaire. Production d'électricité 100% renouvelable en 2050, c'est après-demain. Donc ça veut dire les éoliennes. En une génération, réussir ce grand progrès, parce que moi je considère que c'est un progrès d'avoir une France indépendante qui utilise ses ressources, qui crée des emplois, des activités avec cela et qui évidemment relève le défi écologique du climat et de l'énergie. Mais à cette échelle-là, c'est réaliste. Plus que des éoliennes, disons pour ce que c'est les Français, l'énergie renouvelable, éolienne, énergie solaire. Le bois, la biomasse, les déchets verts et agricoles qui peuvent être transformés en biogaz, l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie marine renouvelable. Vous voyez qu'il y en a énormément. Il y a un potentiel. En France, on a un potentiel extraordinaire qui est sous-exploité. L'interdiction de la vente des véhicules diesel d'ici 2025. On continue avec la santé. Alors là, tous les sujets tabous, on y est. Ouverture de la PMA à toutes les femmes, et notamment les couples de femmes homosexuelles. Aujourd'hui, c'est interdit. Légalisation et encadrement éthique de la GPA. Aujourd'hui, qui est interdit, hein, la gestation pour autrui. Qui est interdite en France, mais qui existe dans beaucoup d'autres pays, ce qui amène des Français et des Françaises à aller très loin et là, à être dans des situations souvent très limites. Légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté pour les personnes en fin de vie. Ça, ce sont 3 propositions. Là-dessus, aucune hésitation. Ce sont des réformes dites de société. Parce que je crois que c'est notre rôle de politique d'ouvrir des espaces de liberté pour les citoyens. À chaque fois, c'est permettre le choix. Personne ne se verra imposer, évidemment, quoi que ce soit. Mais ce sont des possibilités qui, si elles sont encadrées par la loi, après un débat politique, après des votes du Parlement, voire un vote par référendum, c'est ce que je propose sur la fin de vie, par exemple, eh bien, permettront des progrès. Ça ne se fait jamais dans le consensus, les progrès de société. On se souvient de la loi Veil sur l'avortement. Ça a été très controversé. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne propose de la remettre en cause. On vous retrouve dans une seconde. D'abord, les titres à la Maison de la Radio.